Chapitre 2, première constatation. Henry Mitchell, le plus âgé des deux garçons, allait d'une table à l'autre pour distribuer les additions. D'ici une demi-heure, on débarquerait à Croydon. Il ramassait les billets de banque et les pièces de monnaie et s'inclinait en disant « Merci, monsieur » ou « Merci, madame ». À la table des deux Français, il dut attendre 1 ou 2 minutes avant que ces messieurs Dupont interrompissent leur discussion. Tristement, Mitchell songea qu'il ne fallait pas espérer un généreux pourboire de la part de ces deux-là. 2 passagers dormaient, le petit homme aux longues moustaches et la vieille dame du fond. De celle-là, rien à redire. Elle avait l'argent facile. Il se souvenait de l'avoir eue plusieurs fois dans son compartiment. Il attendit donc pour la réveiller. Le petit homme aux moustaches ouvrit les yeux et régla une bouteille de soda et un paquet de biscuits légers. Tout ce qu'il avait pris durant la traversée. Mitchell laissa dormir la passagère aussi longtemps que possible. Environ 5 minutes avant l'arrivée à Croydon, il s'approcha d'elle et se pencha en lui disant « Pardon, madame, voici votre addition. » Il lui posa respectueusement la main sur l'épaule. Elle ne bronchait toujours pas. Il appuya plus fort, la secoua doucement. Le seul résultat fut un affaissement inattendu du corps de la vieille dame. Mitchell se plancha davantage, puis se redressa, le visage blême. Albert Davis, le second garçon, s'exclama « Morte ? Pas possible. Aussi vrai que je te le dis. » Mitchell était pâle et tremblait. « Tu en es sûr ? » « Eh oui, à moins que ce ne soit une attaque. Nous arrivons à Croydon dans 5 minutes. Et s'il était seulement évanoui ?» Après un instant d'hésitation, Mitchell retourna vers le compartiment arrière. Il se rendit d'une table à l'autre, inclina la tête en avant et murmura discrètement à chacun des passagers. « Pardon, monsieur, ne seriez-vous point, par hasard, médecin ?» Norman Gale répondit « Je suis dentiste, mais si je puis me rendre utile… » Il se leva à demi sur son siège. « Je suis médecin, » déclara le docteur Bryant. « Que se passe-t-il ?»« Il y a là-bas une dame qui me paraît très souffrante. » Bryant se mit debout et accompagna le garçon. Sans se faire remarquer, le petit homme aux moustaches les suivit. Le docteur Bryant se pencha sur la forme tassée dans le siège numéro 2, une femme d'un certain âge, assez forte et vêtue d'un lourd manteau noir. Le jugement du médecin fut rapide. Il prononça « Elle est morte. » Mitchell demanda « De quoi est-elle morte? À la suite d'une crise ?» Je ne pourrais le préciser qu'après un examen détaillé. Quand l'avez-vous vue en vie pour la dernière fois? Mitchell réfléchit quelques secondes. Elle allait très bien au moment où je lui ai servi son café. Quand cela? Il y a environ 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite, lorsque je lui ai porté l'addition, j'ai cru qu'elle dormait. Bryant observa. Depuis une demi-heure au moins, elle a cessé de vivre. Leur discussion commençait à éveiller l'intérêt des autres passagers. Les coups s'allongeaient et les têtes s'avançaient pour mieux entendre. « Je suppose qu'il s'agit d'une sorte de crise, » répéta Mitchell. Il tenait à son idée première. Sa belle-sœur souffrait de crise. À son avis, les crises constituaient des accidents familiers, compréhensibles pour tous. Sans vouloir se compromettre, le docteur Bryant hocha la tête avec un sourire énigmatique. Une voix s'éleva à proximité de lui, la voix de l'homme emmitouflé. « Il y a, disait celui-ci, une marque sur le cou. » Il parlait avec modestie car il s'adressait à un homme d'une science supérieure. « C'est exact, » approuva le docteur Bryant. La tête de la femme penchée sur le côté laissait voir en effet une trace de piqûre sur le cou. Les deux Dupont qui prêtaient l'oreille à la conversation se joignirent au petit groupe. « Pardon, » dit le plus jeune des Dupont, « vous dites que cette dame porte une marque sur le cou. Me serait-il permis de risquer une supposition ? Tout à l'heure, une guêpe volait dans le compartiment. Je l'ai tuée. Il montra le cadavre de l'insecte dans sa soucoupe. Serait-il possible que cette malheureuse fût morte d'une piqûre de guêpe? J'ai déjà entendu parler d'accidents de ce genre. En effet, acquiesça le médecin, je connais moi-même des cas identiques. Cette explication me semble plausible, surtout si la victime était atteinte de troubles cardiaques. Puis-je me retirer, monsieur? Demanda le garçon. Nous arrivons à Croydon dans 1 minute. Mais oui, dit le docteur Bryant en s'éloignant d'un pas. Il n'y a plus rien à faire, qu'on ne déplace le corps sous aucun prétexte. Bien, monsieur, j'y veillerai. Le docteur Bryant se disposait à reprendre sa place et regardait avec quelque surprise le petit étranger aux grandes moustaches debout devant lui.
Cher monsieur, lui dit-il, le mieux est de regagner votre place. Nous allons débarquer à Croydon d'un instant à l'autre. C'est exact, monsieur, appuya le garçon. Que chacun veuille bien reprendre sa place, ajouta-t-il en élevant la voix. Pardon, insista le petit homme, je vois quelque chose. Quelque chose? Mais oui, un détail que personne n'a remarqué. Du bout de son soulier verni, il désigna l'objet auquel il faisait allusion. Le garçon et le docteur Bryant suivirent son geste des yeux et aperçurent à demi caché par le bord de la jupe noire un reflet noir et jaune. « Encore une guêpe !» s'exclama le médecin avec surprise. Hercule Poirot s'agenouilla, tira de sa poche une minuscule paire de pinces et s'en servit délicatement. Il se releva, tenant sa prise bien en vue. Cela ressemble à une guêpe, mais ce n'en est pas une. Il tourna l'objet d'un côté, puis de l'autre, de façon que le médecin et le garçon puissent le distinguer nettement. Un petit nœud de fil de soie jaune et noir, duveteux, retenant une longue épine. « Oh, par exemple !» L'exclamation émanait du petit monsieur Clancy, qui avait quitté son siège et avançait désespérément sa tête par-dessus l'épaule du garçon. « Étonnant, merveilleux! De ma vie, je n'ai vu pareil phénomène. Sur mon âme, j'en crois à peine mes yeux. » « Expliquez-vous, s'il vous plaît, lui dit le garçon. « Reconnaissez-vous ceci ?»« Si je le reconnais, certes oui. » Monsieur Clancy se gonflait de fierté et d'importance. « Cet objet, messieurs, est une épine dont les indigènes de certaines tribus, je ne sais exactement si c'est en Amérique du Sud ou dans l'île de Bornéo, se servent comme d'un projectile qu'ils lancent à l'aide d'une sarbacane. Et je présume fort qu'au bout de ce dard se trouve le fameux poison dont les Indiens de l'Amérique du Sud imprègnent leurs flèches, acheva Hercule Poirot. Puis il ajouta: « Est-ce possible ?»« C'est en tout cas extraordinaire, poursuivit M. Clancy au comble du ravissement. J'écris moi-même des romans policiers et des œuvres de pure imagination, mais rencontrés dans la vie réelle... » Il fut interrompu par une secousse. L'avion descendit et les passagers qui se tenaient debout perdirent légèrement l'équilibre. Le Prométhée décrivait un cercle avant d'atterrir sur l'aérodrome de Croydon.